Bonjour. Dans cette capsule sans prétention, de maximum 10 minutes, je vous fais un survol de la dynamique. C'est quoi en physique, mécanique? Euh, donc un survol de la théorie, si on veut. C'est quoi la dynamique? C'est trois lois et puis une méthode de résolution. C'est quoi? Si vous êtes dans le chapitre, dans le livre manuel de Harris Benson, c'est les chapitres 5, chapitres 5 et 6, où est-ce qu'on voit la dynamique de base, les forces, les lois de Newton. Ensuite, au chapitre 6, la rotation et puis le frottement. Si vous êtes dans le livre de la France, on parle des chapitres 5, 6 et 7. Où est-ce que c'est la base du mouvement, les trois lois de Newton. Ici, on a le frottement puis le mouvement circulaire essentiellement. Puis les systèmes à plusieurs corps au chapitre 6, je pense. Le chapitre 7 dans la France, il est inclus dans le chapitre 6 au Benson. Peu importe le manuel, c'est toujours la même méthode de résolution, essentiellement, séparée en différentes étapes ou non. Dans le Séguin, vous êtes au chapitre 2, peut-être même le 3. Entre les chapitres, il y a une légère nuance à la notation pour la troisième loi de Newton. Je vous le ferai remarquer à ce moment-là. Donc, trois lois. Je suis pas certain pour le chapitre 3 au Séguin, mais bon, en tout cas, la dynamique. Hein? Les trois lois de Newton, puis la méthode de résolution qui en découle. La première loi de Newton nous définit ce qu'est l'inertie, comment se comporte le mouvement quand il n'y a pas de force résultante présente. Disons quand il n'y a pas de force. On peut écrire résultante. La deuxième loi de Newton nous dit ce qui se passe quand il y a une force. Nous dit ce qui se passe avec le mouvement si il y a une force résultante. On peut l'écrire, c'est une équation. La force résultante donne la masse fois l'accélération. Ceci est un F. Puis bon, il faut connaître les types de forces. Il y a les forces de gravité, il y a les forces de tension, il y a les forces appliquées par quelqu'un qu'on va appeler F. Il y a les forces de frottement, cinétiques, statiques, il y a les forces normales. Toutes ces forces, ce sont des vecteurs. Cette relation-ci est une relation vectorielle, ce qui fait qu'on s'en sert pas tant que ça. Ce qui fait qu'il faut comprendre l'algèbre vectorielle, c'est-à-dire qu'on sépare ça en X, la sommation des forces, la force résultante, sans flèche, la somme des composantes X des forces donne la masse fois l'accélération en X, et de même en Y, la somme des composantes en Y. Donc une relation vectorielle, une relation mathématique. La troisième loi de Newton dit que les forces n'existent pas seules. Elles existent en paire. Il n'y a pas d'action et de réaction vraiment, il n'y a que des interactions. Souvent, on l'appelle la loi d'action-réaction. Je préfère dire des interactions. Et puis, on peut l'écrire mathématiquement, mais on peut l'écrire en mots à toute force existant, agissant sur le bloc A sur l'objet A par l'objet B. Il existe une force égale et opposée, agissant sur l'objet B par l'objet A. Ces deux forces-là, si on l'écrit mathématiquement, sont égales et opposées. Je vais vous faire une capsule pour chacune des lois, au fond, et une méthode de résolution. Bon, dans le Benson, il y a 6 étapes. Dans la France, je crois qu'il y en a 7. Dans le Séguin, il y en a peut-être 5. Mais au fond, ça revient un peu à ça, toujours, dépendant comment on les sépare. On peut dire faire un schéma et mettre toutes les forces sur le schéma. Toutes les forces vectorielles sur un schéma. Certains vont séparer ces deux trucs-là en deux étapes, voyez-vous. Donc, comment on sépare les étapes de la démarche, on s'en fout un peu. L'important, c'est de tout faire, ces étapes-là. Moi, justement, je vais avoir tendance à faire ça. Dire, fais ton schéma et puis fais tes forces. Au lieu de mettre un plus et puis d'appeler ça la même étape, voilà.
J'appelle ça la deuxième étape. Choisir un système d'axes. Cette étape-là, elle est cruciale. C'est elle qui vous sauve la vie algébriquement. C'est elle qui vous empêche d'avoir des équations irrésolubles ou bien trop compliquées à résoudre. Très importante. Elle a l'air de rien, cette étape-là. Choisir les axes. Même, je vais indiquer là en rouge, c'est un choix. Mais c'est un choix que si tu fais le bon choix, et le seul vrai bon choix, tu te sauves des heures d'algèbre dégueu et tu te sauves des erreurs d'algèbre inévitables parce que c'est trop compliqué et puis des points à l'examen et tout. L'étape 4, faire un diagramme de force. Refaire un diagramme. Moindrement qu'il y a des angles, s'il y a des plans inclinés, je vous recommande fortement, comme le font la majorité de vos profs et puis de tous ces manuels ici, là, réécrivez un diagramme de force. C'est pas long à faire, ça coûte pas cher et puis ça vous évite de perdre bien des points en examen. On écrit les équations. Et puis là, on fait l'algèbre. Et puis ensuite, on réfléchit à notre réponse. A-t-il du sens? On s'attendait à un plus, on a un moins, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une erreur de signe? Et ainsi de suite. Voilà. Voilà, c'est cette méthode de résolution que vous allez appliquer dans tous les types d'exemples que vous allez rencontrer dans tous ces chapitres-là, de tous ces manuels-là. Peu importe qui votre prof, peu importe qui votre manuel, ça va être la même chose. La physique n'a pas changé depuis... bon, au moins, cette physique-là n'a pas changé, disons, depuis 200 ans, là, sous toute réserve d'exactitude précise. Une petite nuance. En dynamique, là, la nouvelle matière, vous allez rencontrer toutes sortes de types de forces qu'on a nommées tantôt. Vous allez rencontrer des masses. S'il y a plusieurs objets, la masse de l'objet 1, la masse de l'objet 2, la masse de l'objet 3, et ainsi de suite. Et puis des accélérations. La seule équation présente, pour vrai, c'est F égale la force résultante, somme de force égale ma. La somme des forces égale la masse fois l'accélération. C'est vectoriel, donc on sépare en x et en y. Et c'est un peu tout. Il y a les détails, il y a certaines équations comme le frottement qui ont leur petite formule que vous avez vue. Le frottement, bon, c'est un cas particulier. On pourra faire une petite capsule spécifique juste pour le frottement. Ou sinon, vous verrez dans les exemples que je vais présenter là, comment on gère le frottement. La force de gravité, elle a sa petite formule. C'est la masse fois la valeur du champ gravitationnel. Qui d'autre, quelle force a sa petite formule? Je crois pas qu'il y ait d'autres formules, vraiment, en dynamique. Si le mouvement est circulaire, alors l'accélération vaut V carré sur R, elle est centripète. Vous avez vu ça en cinématique plus tôt. Sinon, en cinématique, on faisait affaire à des positions, des vitesses, des accélérations et des temps. Des positions initiales, finales, des vitesses initiales, finales pour des segments. Puis l'accélération et le temps relient les instants initiales et finales. On avait toutes les données. Là, si vous les classifiez toujours de la même façon, normalement, vous avez une méthode systématique et efficace. Ils sont reliés par les trois équations. Là, vous vous rappelez, il y en a peut-être quatre, là, dépendant de comment vous aimez utiliser la quatrième ou non. Moi, je préfère pas vraiment utiliser l'autre avec la moitié de vitesse initiale finale fois le temps. On peut toujours se débrouiller avec ceux-ci. Des fois, c'est un peu plus long, mais bon. Puis il y avait certaines définitions aussi. Là. On peut dire que ça ici, c'est des définitions. Et puis ça, c'est une loi, une relation mathématique. Il y a aussi la troisième loi, si on veut la réécrire. La force sur A par B égale opposée à la force sur B par A. Il y a des définitions pour les vitesses moyennes, et puis les pentes, et puis les graphiques. Bon, je ne vous fais pas un résumé de la cinématique ici. Je veux juste vous faire réagir ou réaliser que le lien entre les deux, c'est l'accélération. Donc, dans plusieurs exercices, vous allez avoir des données comme des forces, des masses. Vous devez calculer des accélérations pour ensuite déterminer le temps que ça prend à parcourir une certaine distance. Sinon, dans certains exercices, on va vous donner des données de position, de vitesse, blablabla. Vous allez calculer, disons, l'accélération que vous allez envoyer de l'autre côté pour résoudre, disons, quelle est la force, blabla.
dépendant du type d'exercice que vous avez. OK? Justement, ben, les types de forces que vous allez rencontrer, les types d'exercices que vous allez rencontrer, si on y va rapidement, dans certains exercices, on va suspendre... Bon, perdu le crayon. Dans certains exercices, on va suspendre un objet à 2 cordes. On va vous demander la tension dans les cordes. OK. On ne sait pas quoi faire. On applique la méthode. On va mettre nos forces sur le schéma. Ah, il y a une tension 1, il y a une tension 2. Fait que là, on peut parler des tensions, comment ça marche. Bien, une tension, ça tire. C'est une corde qui peut tirer. Ça ne peut pas pousser. Ça tire. Si il y a quelque chose qui tire de l'autre côté, ça se tend et ça exerce une certaine force de tension. S'il y a 2 cordes, ben, il y a 2 tensions. Ce sont des vecteurs en X, en Y. Puis là, il faut mettre toutes les forces. Alors, il y a la force de gravité. Puis là, une fois qu'on a le schéma fait, on applique la démarche au complet, on fait notre diagramme de force. Certains moments, le choix d'axe, hein, là, il semble assez peu subtil, le choix d'axe. On prend des axes bien normaux, X, Y, horizontal, vertical. Il n'y a pas de raison de choisir autrement. Je pourrais spécifier que la raison pour laquelle on choisirait autrement, l'étape 3, on prend l'axe des X selon l'accélération s'il y en a une. C'est ça qui nous simplifie la vie. On aligne X avec l'accélération ou le mouvement, là, s'il y en a. Ici, il n'y en a pas, donc on ne se pose pas la question. Il n'y a pas d'accélération, mais on va choisir un système d'axe bien gentil, XY. La force de gravité, donc on fait notre schéma. Ensuite, on écrit nos équations. La tension T1 en X. Nos équations, là, c'est toujours la sommation des forces égale la masse fois l'accélération. On fait ça en X, on fait ça en Y. En X, on va avoir T1 avec le cos de son angle, ainsi de suite, moins T2 avec le cos de son angle, égale pas d'accélération, parce qu'ici, c'est immobile. D'accord? Donc, je vous ferai des exemples complets de ça. En Y, on aurait T1 avec un sin, ici il y a des cos là, T1 avec un sin, T2 avec un sin, et puis moins le mg égale 0. Puis là, on a 2 équations, 2 inconnues. On isole, on remplace l'algèbre. Vous allez rencontrer les objets qui reposent sur le sol, sur des plans inclinés. Là, ben, la force de gravité, elle est toujours parfaitement verticale. La normale, elle est toujours perpendiculaire à la surface. C'est ça que le mot normal veut dire. Il peut y avoir des frottements. Si ça glisse, c'est un frottement cinétique s'il y a du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, on va dire que c'est un frottement statique. Vraiment, on va parler de glissement. Et si c'est cinétique, c'est parce que ça glisse. Puis statique, c'est si ça colle, si ça adhère. Si ça bouge pas. Les mots importants, c'est glisse et adhère. Donc ça, c'est des types d'exercices que vous allez avoir. Des forces, et puis là, on peut vous demander l'accélération, on peut vous demander un inconnu de force. Les inconnus qu'on va vous demander en dynamique sont toujours associés à soit des forces, des masses ou des accélérations. À la limite, des fois, on va vous demander une vitesse ou un temps, une fois que vous aurez trouvé l'accélération. D'autres types de numéros que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer des problèmes de mouvement circulaire au chapitre 6 du Benson à la fin. Au chapitre 7 du Séguin, de la France, puis à la fin là, du chapitre de dynamique du Séguin aussi. Disons des personnes collées sur des murs dans des manèges. Bon, j'ai perdu le crayon. Hein. Des gens collés sur un mur dans un manège. Là. Oh, là, ils sont collés sur le mur. La normale est toujours perpendiculaire à la surface. Fait que là, la normale est comme ça. Il n'y a plus de plancher qui nous retient. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche de tomber vers le bas avec la force de gravité? C'est qu'il y a du frottement. Donc ça, c'est un des types de mouvements que vous allez étudier de numéros. On peut vous demander le frottement nécessaire pour ne pas tomber, à quelle vitesse il faut tourner, la normale qu'on a besoin, ce genre de trucs-là. Des problèmes de montagne russe, ou est-ce que là, sur une bosse, on a un genre de mouvement circulaire. Dans un creux aussi, on a un genre de mouvement circulaire. On va mettre l'axe des X dans le sens de l'accélération. Parce que c'est ça notre truc. Si on est dans un mouvement circulaire, l'accélération est vers le centre du cercle, on va mettre notre axe des X dans le sens du mouvement. Des
type d'exercice que vous allez rencontrer, ben deux blocs là, reliés ensemble par des cordes, un qui glisse et un qui tombe. C'est un type de numéro que vous allez faire. La méthode doit être appliquée au complet, les 7 étapes que j'ai écrites tantôt, ou 5, dépendant du livre que vous utilisez, sur chacun des objets. Donc sur l'objet 1, vous allez avoir une équation en x, en y. Sur l'objet 2, une équation en x, en y. 4 équations, 4 inconnues que vous pouvez avoir. Quand il y a une situation comme ça, puis que c'est la même corde, la tension est la même dans la corde, jusqu'au chapitre 11 si vous utilisez le Benson, quand on tiendra compte de la rotation puis de la dynamique de rotation. Ça se trouve à la fin du La France aussi. Là. Éventuellement, dans les chapitres plus loin, vous allez inclure la poulie, la rotation de la poulie, puis là, les tensions ne seront pas les mêmes. Mais ici, si j'appelle cette tension-là T1 et T2, on va pouvoir dire que le module de T1, sans la flèche en haut, égale le module de T2. En grandeur, ces cordes-là, ces deux tensions-là sont les mêmes parce que c'est la même corde. Plusieurs types de numéros là, que vous allez rencontrer comme ça. On va vous demander des questions de poids apparent. Ça va être un sujet en soi. Pourquoi que dans un ascenseur, on se sent léger ou pesant quand l'ascenseur décolle vers le haut ou vers le bas? Pourquoi les gens en orbite dans la station spatiale ont l'impression de flotter alors qu'ils tournent autour de la Terre? C'est un peu comme s'ils tombaient. Pourquoi on dit ça, tomber, que l'orbite, c'est la chute libre? Voilà tout ce que vous allez étudier, ce genre de type d'exemple-là que vous allez étudier en dynamique. Des fois, les deux blocs là, qui vont être en interaction vont être l'un sur l'autre. Il va y avoir une normale sur le bloc A causée par le bloc B. Ben, action-réaction, il va y avoir une normale, la troisième loi de Newton, sur B par A. Si vous mettez un livre sur la tête, vous ressentez cette normale-là, votre tête. Ça, c'est le livre, ça, c'est votre tête. Le bloc A, c'est le livre. Le bloc B, c'est votre tête. Donc, vous ne ressentez pas son poids, vous ressentez la normale, puis des fois, la normale correspond au poids. Je ne vais pas parler beaucoup de la normale, mais la normale n'est pas toujours égale à mg. Pour déterminer la normale, ça va être à partir de l'équation en y que vous allez la déterminer. Sur un plan incliné, le mouvement est incliné, donc vous prenez un système d'axe incliné. Je vais vous faire une capsule avec des exemples pour le plan incliné. Là. On prend l'axe des x incliné, ce qui fait qu'on se retrouve avec la normale moins mg cos θ qui égale pas d'accélération. Puis là, notre normale égale pas mg tout court, mais mg cos. S'il y a une autre force qui agit, qui pousse ou qui tire, ça va influencer l'équation en y, puis ça va influencer la normale. D'accord? Je vais vous faire des capsules pour vous montrer comment la normale s'adapte. C'est une des forces qui s'adapte. La normale. Voilà, c'est la fin du survol, qui était un petit peu plus long finalement, peut-être. Hein?